Merci beaucoup Anthony et merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous parler d'un sujet qui m'occupe beaucoup en ce moment et qui est devenu un petit peu obsessionnel, au point que voilà, j'espère vous montrer quelques jolies reliures via la caméra. Vous trouverez dans la conversation la version PDF de mon PowerPoint. Pour des raisons un petit peu de mauvaise volonté de mon ordinateur, le PowerPoint ne s'affiche pas correctement. Donc voilà, j'indiquerai les, euh, les vues hein, à passer pour suivre mon propos et s'il y a le moindre problème de connexion ou autre, n'hésitez pas à me le signaler pour que je répète si nécessaire. Et merci à Mylène de partager également. Donc, je vais passer à la diapo 2 pour commencer cette conférence avec une citation extrêmement connue, une des scènes de lecture peut-être les plus fameuses de la littérature du 19e siècle française, hein. Ce passage de Madame Bovary qui lie la naissance de la boulimie de lecture de la jeune Emma à la séduction visuelle et presque sensuelle des livres de présent, hein, des keepsakes reçus à l'occasion des étrennes par ses camarades de couvent. Hein, quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrenne. Il les fallait cacher, c'était une affaire. On les lisait au dortoir, maniant délicatement leurs belles reliures de satin. Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé le plus souvent comtes ou vicomtes au bas de leurs pièces. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures, qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. Alors cet extrait a déjà été largement commenté. Il me semble qu'il cristallise de manière très efficace deux traits perçus comme caractéristiques de la lecture féminine dans la France du second XIXe siècle. Deux traits à certains égards antithétiques, mais qui ont en commun de délégitimer les usages féminins du livre en les associant à une forme de sous-lecture ou de lecture de second ordre. D'un côté, il y a ce que j'appellerais la tentation immersive dans le texte, le fameux bovarisme, et de l'autre, à l'inverse, l'évacuation du texte au profit du plaisir esthétique procuré par l'objet livre, qui devient seulement prisé pour ses propriétés décoratives. Et donc, c'est la diapo suivante, hein, je cite Léa Price, qui, voilà, qui s'intéresse à cette contradiction hein, entre deux figures de tropes à certains égards opposés, l'un dans lequel on associe les femmes à une lecture trop immersive, trop passionnée, et l'autre, à l'inverse, par lequel on leur reproche de n'accorder au livre qu'une valeur trop matérielle. Donc la lectrice au XIXe siècle tendrait à pécher soit par excès d'idéalisme, soit par excès de matérialisme, mais dans un sens ou dans l'autre, rien ne va. Et c'est à la question de l'excès de matérialisme que je m'intéresserai aujourd'hui. Donc cette citation, je le disais, elle est représentative du discrédit qui pèse sur le développement d'une culture de l'imprimé spécifiquement féminine dans la France du XIXe siècle. Alors cette culture de l'imprimé féminine, elle se développe dès la Restauration, c'est-à-dire dès les années 1820, au moment du retour de la monarchie, après la Révolution et l'Empire. Et elle s'amplifie sous la monarchie de Juillet, donc entre les années 1830 et 1850, la fin des années 1840, qui m'occuperont principalement. Alors, Isabelle Matamoros, c'est la slide suivante, hein, dans son histoire de la lecture au XIXe siècle, l'histoire de la lecture féminine, euh, explique que sous la Restauration encore,
le rapport des jeunes garçons et des jeunes filles aux livres reste largement commun. Ils lisent à peu près les mêmes livres lorsqu'ils sont jeunes, jusqu'au moment, en tout cas, jusqu'à la rupture symbolique de la première communion. À partir de là, en revanche, on assiste à une différenciation des usages du livre en fonction de critères genrés, hein. Le contenu des livres se doit désormais d'être en accord avec le futur rôle social du lecteur ou de la lectrice. Aux filles, un horizon tourné vers le mariage et la maternité. Aux garçons, la perspective d'un avenir professionnel qui requiert un minimum d'instruction. Dans le même temps, le secteur de l'imprimé s'industrialise en France et les éditeurs, désireux de s'imposer sur un marché toujours plus concurrentiel, misent sur de nouveaux débouchés et notamment sur la conquête d'un public féminin. Ainsi se met progressivement en place, dans les années 1830 essentiellement, une compartimentation de la production éditoriale selon une logique de genre dans tous les sens du terme, au sens générique et au sens de gender. Les livres de présent de la période romantique constituent précisément un exemple de production culturellement dépréciée en raison notamment de son caractère supposément féminin. On considère généralement, pour le dire rapidement, qu'un lecteur de keepsake ou d'almanach ou de livres de beauté est toujours par défaut une lectrice. Et c'est ainsi que s'explique en partie le discrédit dont se trouve durablement affectée cette production de circonstances. Donc on reproche à ces livres, pêle-mêle, leur mercantilisme, leur sentimentalisme outré, mais aussi les reliures bijoux ou les vignettes finement gravées qui les ornent, autant de béquilles esthétisantes destinées à pallier ce qu'on suppose être une forme de faiblesse intellectuelle. Et aux yeux d'Annie Renoncia, l'autorité misogyne des critiques du XIXe siècle, je la cite, a fermé la voie, en France en tout cas, à l'examen approfondi de cette production éditoriale et plus largement à l'étude du phénomène culturel que représente le keepsake romantique. Donc, les livres de présent de la première moitié du siècle, et plus précisément des années 1830-1840, représentent un terrain d'investigation privilégié pour interroger les mécanismes éditoriaux, critiques et discursifs qui accompagnent la féminisation des pratiques de lecture en France à cette époque. Et c'est notamment le cas d'une sous-catégorie du livre de présent à laquelle je me limiterai aujourd'hui. C'est la diapo suivante. Il s'agit des galeries de personnages féminins, tirées d'œuvres fictionnelles à la mode, comme celles de Byron, de Walter Scott, de Shakespeare. Ces ouvrages sont organisés selon un principe récurrent. On associe un portrait gravé et un portrait littéraire pour dépeindre sur le plan moral comme sur le plan physique les héroïnes les plus remarquables de tel ou tel écrivain fameux. Alors c'est une formule importée d'Angleterre, fondée sur une logique anthologique, on sélectionne des morceaux choisis autour des personnages, qui a connu un certain succès dans l'Hexagone et qui a trouvé à se décliner autour d'auteurs français comme George Sand ou encore Balzac, avant de s'essouffler au début des années 50. Et donc, c'est à une réévaluation de ce micro-phénomène éditorial, largement minoré sur le plan de l'histoire littéraire, que je souhaiterais procéder aujourd'hui en me situant, c'est la diapo suivante, dans le sillage des récents travaux qui nous invitent à renouveler la perception de la place des femmes dans l'histoire du livre et plus largement dans une histoire culturelle des usages de l'imprimé. Je songe à un récent numéro de la revue Histoire et civilisation du livre, dont le dossier s'intitule « Les livres ont-ils un genre ?» ou encore au très bel appel à communication récemment
lancé par Ersi Kantogouris et Mélodie Simard-Oud au sujet des images et traces de lectrices pour la revue Belphégor. Toutefois, mon propos ne prendra pas la forme d'une étude de réception fondée sur l'analyse des pratiques effectives de lecture, en partant par exemple des archives ou des écrits intimes de lectrices, hein, comme ont pu le faire Judith Lioncan ou Isabelle Matamoros. J'ai plutôt fait le choix de m'intéresser aux usages prescrits, programmés ou induits plus ou moins directement par ces galeries de personnages, ainsi que par les discours promotionnels qui les médiatisent et qui contribuent à les situer dans les usages culturels de l'époque. Et donc, je m'intéresserai à ce que je considère être trois espaces normatifs distincts. Tout d'abord, ce que j'appellerais le discours de l'objet. Alors, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais c'est partir du principe que par leur matérialité même, les supports éditoriaux induisent ou semblent appeler un certain type de lecteur. Pour le dire clairement, au XIXe siècle comme aujourd'hui, certaines caractéristiques visuelles, la couleur, la surcharge ornementale, la présence massive de l'illustration, tendent à être davantage associées à un lectorat féminin. Les discours promotionnels, évidemment, qui relèvent aussi bien de l'instance éditoriale proprement dite, via le paratexte éditorial ou les catalogues par exemple, que de la réclame journalistique qui assure la présence des ouvrages d'écrit au sein de l'espace médiatique. Il me semble que ces espaces ont en commun de produire une image du texte, je cite ici Anthony Glinoer, qui matérialise les intentions de l'éditeur, qui lui confère une identité. Enfin, je m'intéresserai au texte lui-même de ces ouvrages, un texte qu'il importe de prendre au sérieux. Donc, contrairement à ce que disent beaucoup de critiques du XIXe siècle, je pars du principe qu'il faut lire les textes à l'intérieur de ces objets et ne pas les considérer uniquement comme des bibelots ornementaux. Ce qui me semble intéressant, c'est que loin de se recouper pleinement, ces différents espaces entrent la plupart du temps en décalage, en tension, en négociation, voire en contradiction. Et donc, ces différents pôles prescriptifs ne coïncident pas toujours exactement les uns avec les autres, et ce sont ces divergences qui vont m'intéresser. Donc, pour finir cette longue introduction, je voudrais m'interroger sur les raisons qui motivent l'association présentée comme naturelle entre les galeries d'héroïnes fictionnelles et le lectorat féminin du XIXe siècle, en tâchant d'en tirer quelques enseignements concernant ce que pouvait être ou ce que devait être, dans les représentations collectives de l'époque, une pratique de lecture féminine. Et j'essaierai de montrer que, à rebours de toute catégorisation figée, ces ouvrages volontiers taxés de mièvrerie, de sentimentalisme, de conservatisme, déjouent de manière parfois inattendue les stéréotypes de genre et suggèrent un rapport à l'imprimé beaucoup plus plurivoque, beaucoup plus pluriel que ce que leur réception critique a pu laisser supposer. Et je commence dans un premier temps, c'est la diapo suivante. Alors, c'est un peu difficile à lire, je suis désolée. Voilà, j'ai essayé de mettre en forme, sous la forme d'un tableau synthétique, la douzaine d'ouvrages que je vais commenter et qui, vous le voyez, s'échelonnent en gros entre 1836 et 1851. Donc, c'est en Angleterre qu'il faut chercher l'origine de la formule éditoriale des galeries de femmes et plus précisément dans la tradition des Books of Beauties, hein, cette sous-catégorie mondaine des annuals qui comporte des portraits gravés des dames les plus en vue de la société britannique, distinguées à la fois par leur beauté et par leur position sociale.
Le fait que la formule vienne d'Angleterre et trouve à s'importer en France n'a rien d'étonnant. Si l'on songe à l'anglomanie qui caractérise la société de la Restauration puis de la monarchie de Juillet, le goût pour la littérature anglophone, mais aussi et peut-être surtout pour l'école anglaise de gravure à l'eau forte, qui est considérée en France à l'époque comme un modèle indépassable. Et donc, dans un premier temps, certains éditeurs français, et c'est la diapo suivante, je crois, s'emparent de la formule du Book of Beauty, mais que certains éditeurs anglais ont trouvé à appliquer à des œuvres de fiction. Euh, Par exemple, dès 1836, hein, autour des personnages féminins de Byron. Et donc, très vite, des éditeurs français rachètent le fond des plaques anglaises gravées à Londres et les réutilisent pour une version française, en fait, de ces galeries de personnages féminins. C'est le cas pour Byron. C'est également le cas, c'est la diapo suivante, pour Shakespeare. C'est dans le cadre d'une collaboration commerciale hein, que l'éditeur français Henri-Louis Deloy, spécialisé dans les livres scolaires, la littérature étrangère, les livres de présent, acquiert en 1837 les droits pour 45 gravures qui représentent les héroïnes de Shakespeare, publiées à Londres en 1837 sous l'intitulé The Shakespeare Gallery containing the principal female characters in the plays of a great poet. Désolée pour mon anglais. Euh, c'est vraiment un ouvrage hein, qui a été conçu d'emblée pour se décliner sur le marché international, puisque des licences ont également été accordées à New York et à Berlin, en plus de Paris. Donc, en passant un petit peu en revue le tableau un peu indigeste que, que j'ai montré il y a un instant, on voit que la mode de ce type d'ouvrage culmine à la fin des années 1830 avec les locomotives que sont Byron, Scott et Shakespeare, Shakespeare étant le grand gagnant toute catégorie, avant de donner lieu, dans les années 1840, à des tentatives d'acclimatation au paysage littéraire français avec, c'est la diapo suivante, les galeries des femmes de George Sand et de Balzac. C'est un polygraphe et un érudit français, hein, Paul Lacroix, qui se spécialise à cette époque dans la production quasiment industrielle de keepsake et qui supervise ses publications. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des ouvrages qui s'inscrivent d'emblée dans une forme de sérialité littéraire, mais aussi visuelle, puisque les éditeurs se vendent volontiers les plaques servant pour les gravures, voire les copies, de manière pas toujours très avouée. Et cette circulation iconographique, elle est particulièrement flagrante dans le cas de la Galerie des femmes de Shakespeare, c'est la diapo suivante, puisque on trouve, alors j'ai l'impression qu'il y a des légendes qui ont sauté, donc je vais tâcher de m'y retrouver. L'image que vous avez au centre, c'est le portrait de Desdémone. Et en bas à droite, c'est celui de Miranda dans la galerie des femmes de Shakespeare publiée par Deloy en 1838. Et vous voyez qu'on retrouve en fait ces gravures plus ou moins adroitement copiées dans une version de Berthiaud, alors qui est assez inhabituelle. C'est un format IN64 qui fait, je crois, 3 cm de haut, 5 ou 6 cm de haut. Mais on reconnaît hein, fort bien les gravures d'origine, même si c'est sous une forme un petit peu dégradée. Et donc, ces images circulent vraiment d'éditeur en éditeur hein, entre Londres, Paris et sur une pluralité de formats.
Cette mise en relation permanente, hein, favorise donc auprès du lectorat un effet de reconnaissance fondé sur la convocation d'une mémoire sérielle, c'est-à-dire que les lecteurs identifient ce genre grâce à la récurrence de certains traits génériques aisément identifiables, au premier rang desquels figure le recours à des intitulés remarquablement similaires, hein, La galerie des femmes de Shakespeare ou Byron ou Scott, les femmes de Shakespeare, les beautés de Lord Byron, la galerie des beautés de, etc., etc. Alors, comme ses cousins, le keepsake ou l'almanach, les galeries de femmes se caractérisent avant tout par leur raffinement formel, nécessaire pour justifier leur statut de livre précieux, susceptible d'être offert le jour de l'an dans les familles de la bourgeoisie aisée. Ces ouvrages, je crois que c'est la diapo suivante, figurent donc en bonne place dans les annonces journalistiques, hein, avant les fêtes de fin d'année. Par exemple, ici, dans le journal du commerce de Lyon, vous voyez que dans le stock, hein, des livres proposés pour les étrennes de 1839 par la librairie Boer, on trouve les trois galeries de femmes d'auteurs que sont Walter Scott, Shakespeare et Byron. Donc voilà, qui sont vraiment très à la mode dans ces années. Ces ouvrages sont généralement proposés à la vente sous plusieurs formes, brochés, sous cartonnage d'éditeurs et reliés, et à plusieurs prix, à proportion de la préciosité des matériaux employés et du degré d'ornementation déployé. Donc là, c'est la diapo suivante. On voit que Aubert, hein, par exemple, qui est l'éditeur de la Galerie des femmes de George Sand et des Beautés de Lord Byron, le propose, hein, à plusieurs prix en fonction de la reliure plus ou moins précieuse qui est proposée. Les acheteurs peuvent également directement passer commande auprès d'artisans, hein, de relieurs artisans, qui pratiquent volontiers des décors très chargés, ce qu'on appelle des décors rocailles, qui font les grandes heures de la reliure romantique. Alors là, dans les diapos suivantes, je vous ai mis pas mal d'exemples. Ça, c'est une reliure assez exceptionnelle conservée à la BNF pour la Galerie des femmes de Shakespeare de Deloy. Donc, le portrait de Shakespeare est peint et peint sur le veau et ensuite vernissé. Il y a des gardes intérieures en moire qui sont magnifiques et les tranches sont dorées et guillochées. Et je ne sais pas si on le voit bien, mais au centre de la gouttière, là au milieu, c'est le personnage de Juliette, hein, qui est représenté en train de lire. Donc il y a une espèce de mise en abîme. Donc là, on est vraiment dans la surenchère précieuse et ornementale. C'est une reliure d'époque de 1838. Je crois que j'en ai mis quelques autres dans les diapos suivantes. Donc à gauche, c'est le Shakespeare des dames. Je suis vraiment désolée, les légendes ont sauté. Mais c'est une reliure signée également conservée à la réserve de la BNF, dans laquelle on retrouve au centre, hein, un portrait du dramaturge élisabétain. Et puis à droite, une reliure signée Boutilly pour la Galerie des femmes de Shakespeare, toujours. Donc, vous voyez que ce sont des livres euh, très décoratifs, effectivement, hein, ils sont faits pour ça, avec une forme de virtuosité, de surenchère ornementale. Je crois que j'ai mis un dernier exemple sur la diapo suivante. Il était possible, hein, comme c'était des livres offerts en cadeau, de les faire relier en indiquant les initiales de la personne à qui on les offrait. Donc souvent, vous avez des initiales sur le plat supérieur. Donc, autre point systématiquement valorisé, le nombre et la qualité des illustrations, vantées dans les journaux à grand renfort d'hyperbole, hein. On trouve ainsi, c'est la diapo suivante, dans la caricature du
euh, du 11 décembre 1838, une réclame au sujet de la Galerie des femmes de Shakespeare. Magnifique grand volume inuit, papier vélin satiné, le goût dont les plus célèbres artistes de l'Angleterre ont fait preuve en choisissant les types les plus parfaits parmi les créations du génie de Shakespeare, et la beauté de l'exécution euh, recommande cette galerie. Dans un article louangeur consacré aux productions de la maison d'édition Aubert, hein, très réputée pour ses livres de prix et de présents, une journaliste met l'accent sur la qualité formelle et donc sur les propriétés décoratives de ces ouvrages qui sont avant tout destinés à être exposés sur les tables du salon. Donc dans l'espace d'exposition en quelque sorte de la maison, et pas forcément dans une bibliothèque. C'est la première citation que vous avez, hein. Ce sont des livres que chacun veut avoir sur la table de son salon. Or, et c'est là ce qui m'intéresse, la fonction ornementale de ces ouvrages se trouve la plupart du temps, sinon systématiquement, mise en relation avec une réception féminine, comme si l'une impliquait nécessairement l'autre. On peut lire, par exemple, au sujet de la Galerie des femmes de Byron, c'est le Byron des dames, car il a été fait pour elles, dans le journal des débats. Dans le Constitutionnel, la même année, c'est le véritable Byron des dames et le cadeau le plus gracieux à leur offrir au premier de l'an. Concernant cette fois la Galerie des femmes de Walter Scott, dans la presse en décembre 1838, le fini des gravures et la rédaction du texte en font un livre que l'on peut offrir aux dames et aux jeunes personnes. Et donc, par une inversion significative du génitif, on passe des dames de Shakespeare au Shakespeare des dames, ce qui me semble particulièrement significatif, avec évidemment toutes les connotations négatives que cela peut comporter. Et j'en viens donc à mon second point, qui commence sur la diapo suivante. Cette association entre le genre éditorial de la Galerie des femmes et le genre des lecteurs, ou plutôt des lectrices de l'époque, cette association est d'autant plus prégnante qu'elle se nourrit de la dimension spéculaire de ces galeries exclusivement composées de personnages féminins, auxquels la lectrice est nécessairement tentée de s'identifier, ou à l'inverse, dans lesquelles elle est invitée à voir un contre-modèle. La féminisation du personnel fictionnel convoqué est d'ailleurs souvent affichée sur un mode programmatique dans ces espaces liminaires et éminemment stratégiques que sont le frontispice ou la page de titre gravée. C'est le cas de la vignette allégorique qui ouvre la galerie des femmes de Shakespeare que vous avez à gauche. Alors sous la forme certes très conventionnelle d'une réunion des 9 muses, hein, autour de l'œuvre du poète anglais, mais il n'en reste pas moins que visuellement, cette convocation des 9 muses, elle ancre le volume dans un univers visuel qui est celui du féminin. C'est plus perceptible encore sur la couverture brochée de la Galerie des femmes de George Sand que vous avez à droite. Euh, dans cette couverture, en effet, on assiste à une sorte de répartition genrée de l'espace scripturaire selon la logique suivante, hein. À la silhouette féminine, à gauche, l'espace de la nature, des sentiments et de l'intime, donc matérialisé par le décor végétal et l'écriture manuscrite, tandis que le pôle masculin de l'édition, matérialisé dans la stèle gravée en bas à droite, hein, se donne à voir sous la forme d'une pierre gravée autrement plus durable. Alors, cette dimension spéculaire, hein, elle est renforcée par l'homogénéité du dispositif iconotextuel de la galerie, qui est assurée par la récurrence d'un dispositif commun,
un portrait en pleine page, gravé à l'eau forte, représentant un personnage féminin, et en regard, le début du texte qui décrit ce personnage. Je crois que c'est la diapositive suivante. Voilà, par exemple, dans le cas de la Galerie des femmes de George Sand, on a d'un côté le portrait d'Edmé de Mauprat, hein, l'une des héroïnes de George Sand, et à droite, son portrait littéraire. Et la reconduction, la répétition de ce dispositif, relativement rapide, parce que les portraits sont très réduits, hein, ils se limitent à quelques pages, produit une espèce de, voilà, d'effet de thèmes et variations qui accentue la dimension spéculaire de la galerie en renvoyant sans cesse la lectrice à des images assez remarquablement similaires de ces personnages féminins. Alors, au-delà toutefois des portraits gravés, se pose la question d'une éventuelle adaptation, voire d'un infléchissement des œuvres d'origine euh, pour correspondre à un lectorat féminin, ce qui peut donner lieu à une réduction de la complexité de l'univers fictionnel de départ, pour en proposer une relecture simplifiée sur le plan narratif, mais aussi et peut-être surtout morale ou axiologique. Et donc, on assiste à une espèce d'inflexion vers le modèle du portrait exemplaire, voire pédagogique, qui rapproche à certains égards ces galeries de personnages d'un autre genre éditorial très en faveur auprès des jeunes filles de la bourgeoisie, celui des livres de piété et plus précisément des récits de vie de jeunes filles à imiter. Alors cet infléchissement ne se fait pas toujours sans quelques contorsions, du moins lorsque le matériau fictionnel de départ s'y prête peu, et le cas de Shakespeare est évidemment très intéressant à cet égard, puisque beaucoup de personnages féminins de ces pièces, hein, notamment de ces tragédies, se prêtent assez malaisément à toute forme de lecture édifiante. Mais on voit bien cette opération d'infléchissement qui s'opère, c'est la diapositive suivante, notamment dans les espaces liminaires. Alors, je ne lis pas tout pour gagner du temps, mais Daniel O'Sullivan, euh, qui est un éditeur hein, qui s'efforce de populariser la littérature anglaise en France, il dit dans sa préface au début de la Galerie des fans de Shakespeare, il célèbre en fait la féminité de ses héroïnes et il considère que Shakespeare aurait reculé devant les allusions qui se trouvent dans la plupart des productions du drame moderne et que nulle part chez Shakespeare il n'y a de scènes licencieuses. Nulle part chez Shakespeare, il n'y a de remise en cause du lien conjugal. Bon, sans être spécialiste de Shakespeare, ça me semble un petit peu contestable. Et il renforce surtout ce que j'appellerais l'identité relationnelle des héroïnes de Shakespeare. Ce sont avant tout, écrit-il, des filles, des épouses, des sœurs, des mères, des amies, ce qui renvoie implicitement les lectrices potentielles de l'ouvrage à leur propre place dans l'ordre social, en accord, je cite O'Sullivan, avec le rapport que la nature et la société ont tracé pour les femmes. Et donc, cette tentation exemplaire, hein, moralisante, elle se vérifie dans les portraits littéraires, puisque sous la plume de Désiré Nisard, par exemple, hein, critique et homme de lettres résolument conservateur, qui s'occupe du portrait de Desdémone, il considère que Desdémone meurt pour avoir aimé à l'insu de son père, pour s'être mariée secrètement et pour avoir quitté sans une larme, sans un adieu, la maison paternelle. La moralité de la mort de Desdémone, écrit-il, c'est que l'amour unique, absolu, d'une femme pour son mari
ne la délie pas des affections antérieures et ne répare pas le tort de s'être donné par un mariage clandestin auquel a manqué la bénédiction paternelle. Donc, c'est vraiment une lecture du personnage de Desdémone qui la tire du côté de l'exemplarité et en fait, du côté du modèle qu'on tend aux jeunes filles de la bourgeoisie du 19e siècle. Bon, je passe parce que je vois que le temps défile, mais Cordelia, sans surprise, devient l'incarnation, le parangon de la piété filiale et familiale de la jeune fille chrétienne, modeste, pleine de résignation. Et de manière surprenante, même Lady Macbeth, dont on pourrait se dire quand même qu'elle se prêterait assez peu à une lecture de ce type, se trouve partiellement rédimée, hein, c'est Daniel O'Sullivan qui s'occupe de son portrait, parce que, en raison de son amour inconditionnel pour son mari, qui en fait, paradoxalement, un parangon de vertu conjugale, et qui conduit à lui dénier toute forme d'ambition personnelle, passion éminemment virile, pour en faire un personnage conduit essentiellement par ses sentiments et par ses passions. Son amour pour son époux est sa passion dominante. Elle voit que tout son bonheur serait d'être roi. Soudain, elle cherche à aplanir les difficultés et à lever les scrupules de Macbeth. Quant à Lavinia, dont on a du mal à voir dans quelle mesure son sort pourrait se prêter à une quelconque lecture exemplaire dans Titus Andronicus, son sort est réglé par son exégète qui décrète que la pièce est trop horrible et ne peut pas être de Shakespeare. Voilà, donc ça règle la question. Alors, je ne m'attarde pas parce que pour garder du temps pour la discussion, mais on observe un dispositif tout à fait similaire, par exemple, dans la Galerie des femmes de George Sand, qui tire vraiment ces personnages du côté d'une lecture sentimentale. C'est la citation suivante, il me semble, je ne sais pas si je l'ai mise, non, ça c'est sur Balzac. Concernant George Sand, Paul Lacroix, qui s'occupe donc de cette compilation, écrit que l'œuvre de George Sand pourrait s'appeler L'histoire des femmes au XIXe siècle ou L'histoire de l'amour, c'est-à-dire de tous les caractères et de toutes les situations en amour. Le long de cette galerie romanesque, nous ne rencontrerons que de grandes amoureuses. Exit la préoccupation sociale qui est au cœur des romans de George Sand, exit la question politique, de la même manière que dans sa notice biographique sur Balzac qui ouvre la galerie des femmes de Balzac, il met l'accent sur la science psychologique, le talent de Balzac pour l'analyse psychologique du cœur féminin, au détriment, là encore, de toute la dimension réaliste et proto-sociologique de son œuvre. Donc, ce sera mon dernier point que je vais que je vais aborder très rapidement hein, au début de la diapo suivante. La cause semble entendue, tout dans les stratégies promotionnelles, discursives, le soin accordé à la confection matérielle de ces objets, tout semble aller dans le sens d'une lecture programmée pour coïncider avec les critères définitoires de ce que pouvait être, dans les représentations collectives de l'époque, une lecture féminine. Exacerbation de la matérialité de l'objet et de sa séduction visuelle, simplification, euphémisation des contenus fictionnels, tentation de l'exemplarité, recentrement sur la composante sentimentale des œuvres retenues. Toutefois, dans ce dernier temps qui fera office de conclusion, je souhaiterais nuancer cette approche en montrant que le prisme genré volontiers adopté par la critique ultérieure et même dans les recueils bibliographiques pour définir ces galeries de personnages féminins, ce prisme genré doit en réalité être pondéré en fonction d'autres logiques, d'ordre commercial et culturel notamment,
dont l'entrelacement conduit à une complexification, voire à une subversion des usages supposément féminins associés à cette production. Dans le cas, par exemple, de la Galerie des femmes de Shakespeare, j'en reviens au projet du préfacier de Daniel O'Sullivan, projet qui est, selon lui, de populariser en France la littérature anglaise. Il dirige d'ailleurs une bibliothèque anglo-française chez le même éditeur, bibliothèque anglo-française qui a vocation à mettre à disposition du lectorat de l'Hexagone les œuvres de Milton, de Byron, de Shakespeare, avec le texte original et la traduction française en regard. Dans cette perspective, il conçoit la Galerie des femmes de Shakespeare comme une sorte de propédeutique au théâtre du dramaturge, destinée à recommander l'œuvre de l'Échille anglais à l'attention des savants et surtout de cette partie des lecteurs que leurs goûts et leurs habitudes éloignent des études sérieuses. Or, pour cela, il importe d'après lui de tempérer les rudes images et les peintures affreuses, je cite un autre passage de la notice liminaire, propre à la poétique shakespearienne, parce qu'elle est perçue comme peu compatible avec le goût français, encore largement informé par les notions de bienséance et de mesure, au cœur de l'héritage néoclassique. Et Abel François Villemain, qui signe toujours dans cette galerie une notice biographique consacrée à Shakespeare, insiste à plusieurs reprises sur la difficulté d'adapter les outrances de Shakespeare au emblématique de ce qu'il appelle le génie anglais à l'espace culturel français. Et les personnages féminins, dans cette perspective, sont perçus comme des moyens d'aborder l'œuvre de Shakespeare d'une manière peut-être plus douce que la plus progressive, que la lecture de l'ensemble de son œuvre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que la féminisation du matériau dramaturgique de Shakespeare est indissociable d'une francisation, c'est-à-dire d'une adaptation au goût national, ce qui doit nous encourager à replacer cette entreprise éditoriale dans un phénomène plus large, qui est celui de la circulation et l'adaptation des œuvres de Shakespeare et de la littérature anglaise, anglophone plus largement, sur le continent européen. Ce feuilletage de logiques différenciées se nourrit également de la structure collective des recueils, qui engage la plupart du temps une auctorialité multiple, avec des auteurs principalement masculins, mais aussi féminins. Il en résulte une polyphonie énonciative qui, là encore, vient contester, subvertir la lecture exemplaire que j'ai esquissée, dont j'ai esquissé les contours il y a quelques instants. Je prends l'exemple très rapidement, c'est la diapo suivante, du personnage de Diana Vernon tiré donc de Rob Roy de Walter Scott. Alors, le portrait gravé ne déparerait pas dans l'un des ouvrages à destination des écolières qui fleurissent à l'époque. C'est un portrait très sage. Mais ce portrait gravé, il est complètement en contradiction avec le portrait littéraire qu'en dresse Émile Souvestre, qui, à l'inverse, fait de Diana Vernon un personnage de femme émancipée, qui justement se refuse aux assignations de genre et qui réclame une dignité égale à celle des hommes. Et en lisant le passage que vous avez sous les yeux, on ne peut pas ne pas penser justement aux injonctions qui étaient faites aux jeunes filles de la bourgeoisie de l'époque, de ne pas parler trop fort, de ne pas s'exprimer trop haut, et de se cantonner à des ouvrages dits féminins. Et pour finir, dernier point qui m'amène à nuancer cette réception genrée, et ce sera mes toutes dernières diapos. Il existe une tension constitutive dans ce genre éditorial des galeries de femmes qui tient
pour le dire rapidement, au décalage entre le lectorat féminin supposément visé et l'érotisation plus ou moins explicite des personnages de fiction qui s'opèrent par le biais des gravures. Quand on feuillette les ouvrages, c'est très flagrant. Il y a dans ces galeries de femmes alanguies, aux traits idéalisés, aux costumes pittoresques, quelque chose de l'ordre du harem iconographique qui appelle davantage un regard masculin. Et cette intuition se vérifie particulièrement dans le cas de l'œuvre de Byron, qui a donné lieu, entre autres, à ce recueil des beautés de Lord Byron, et dont les gravures empruntent, gravures faites en Angleterre, hein, mais qui empruntent très clairement au modèle pictural orientaliste et qui aboutissent à une forme de sursexualisation des personnages convoqués. Donc, ce qui se joue dans le dispositif iconotextuel de ce recueil, c'est un phénomène d'appropriation fantasmatique des personnages féminins du poète, personnages auxquels les gravures permettent de donner corps dans l'acception la plus sensuelle, voire la plus sexuelle du terme. Vous allez peut-être dire que j'ai l'esprit mal placé, que j'exagère, mais je terminerai avec la dernière diapo, un extrait de la préface de Frédéric Soulier qui ouvre la galerie des femmes de Byron en 1836 et qui s'adresse à son lecteur en lui disant « Vous les aurez vues, toutes ces femmes, dans votre sommeil, donc les héroïnes de Byron, vous les aurez vues voilées et dévoilées, debout et assises, chantantes et silencieuses. Vous les aurez touchées de la main et du cœur, vous aurez senti jusqu'à la moelle des os le parfum de leur haleine et la flamme de leur regard, etc. etc. Et on voit que à travers ce passage extrêmement voilà, qui érotise vraiment les personnages de fiction de l'œuvre de Byron, c'est la constitution d'une communauté de lecture résolument masculine, fédérée par le partage de fantasmes communs qui se jouent. Et le vous qui est visé ici est, à n'en pas douter, un homme. C'est dans ce sens que vont également les recensions de cette galerie des personnages de Lord Byron. Dans un article paru dans le journal des débats, Jules Janin s'adresse à son lecteur en lui disant vous retrouverez sans fatigue, mais non pas sans passion, les ravissantes, les idéales, les fugitives héroïnes des poèmes de Lord Byron, hommes heureux. Et donc, comment mieux dire, je m'arrêterai avec cette dernière citation, que contrairement aux idées reçues, ces galeries de personnages ne sont pas forcément ou pas nécessairement destinées à une lecture exclusivement féminine et que il ne faudrait pas céder aux biais critiques qu'ont justement reproduit les bibliographies ultérieures en cantonnant ces ouvrages à des livres de femmes, pour femmes, mettant des femmes en scène. On voit que ces objets se prêtaient vraisemblablement à des usages beaucoup plus diversifiés et multiples que ce que leur réception a pu laisser supposer. Là, je vous remercie, je suis désolée, j'ai été un peu trop longue.